Bonjour, donc, je m'appelle Hervé Touzeau, artisan menuisier. J'ai démarré mon apprentissage en 1971 pour passer un CAP que j'ai obtenu en 1974. Ensuite, je suis allé travailler dans une autre entreprise pendant 1 an et demi. Et après, à 18 ans et demi, je suis parti chez les Compagnons du Devoir, l'association ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France. Voilà, où je suis parti à Lille. Voilà, j'ai d'abord passé des tests. Les tests ont été bons, donc on m'a pris pour que je puisse partir pour faire mon Tour de France. Donc j'ai démarré à Lille. Et puis après, j'ai voyagé pendant 7 années. Donc après Lille, je suis allé à Bruxelles. Ensuite, j'ai eu l'armée, une coupure de l'armée. Je suis allé à Strasbourg après. Je suis allé ensuite à Nîmes. Ensuite à La Rochelle, ensuite à Toulouse, ensuite à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, au sud de Paris, ensuite à Angers, Saint-Étienne, Angers 1 an, Saint-Étienne 1 an, et ma dernière année de Tour de France, au bout de 7 ans, j'étais à Sepoix, au château de Sepoix, à côté de Montargis, dans le Loiret. Voilà. Et donc tout ça, c'est cette année, ce sont des cours du soir, cours le samedi, de nombreux stages de formation. Voilà. Donc moi j'ai un CAP, un brevet professionnel, un brevet de maîtrise que j'ai suivi en cours du soir pendant 3 ans à la Chambre des métiers à Orléans. Durant mes 7 années de Tour de France et après, c'est-à-dire pendant 20 ans à peu près, je n'ai pas arrêté de me perfectionner dans mon métier. J'ai fait 17 stages de formation, voilà, 17 stages, dont certains je me suis payé moi-même, allant de 20 heures, 40 heures, 80 heures, 150, 250 et 270 heures. Voilà. Je me suis installé en 1996, voilà, juillet 1996, dans le Loiret. Et ensuite, dans une petite commune qui s'appelle Guilly, près de Sully-sur-Loire. Et ensuite, j'ai eu le titre de maître artisan en 1996 que la Chambre des métiers m'a attribué puisque j'ai le brevet de maîtrise. Voilà. Et ensuite, en mars 2010, la Chambre des métiers m'a honoré alors que j'avais rien demandé, m'a envoyé un fascicule à remplir. Bon, m'ont repéré parce que moi j'expose au Salon de l'Habitat depuis 2003. Voilà. Et m'ont envoyé un fascicule à remplir pour m'attribuer le titre éventuellement de maître artisan d'art. Voilà. Donc j'avais gardé le dossier 6 mois à côté. Puis au bout de 6 mois, tiens, j'ai dit je vais le remplir quand même. Parce que j'ai eu une autre histoire aussi qui s'est passée. Et donc on m'a attribué le titre de maître artisan d'art en tant que menuisier. Qui m'a été attribué par la Chambre des métiers et je suis le seul dans le Loiret à avoir ce titre-là en tant que menuisier. Voilà. Donc moi je suis installé depuis, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1996. Voilà. Alors je reviens un petit peu en arrière. Au niveau des compagnons, voilà, on a différentes étapes. Il y a des apprentis, il y a des stagiaires. Moi je suis rentré comme stagiaire puisque j'avais déjà un CAP. Et après, durant la première année, on découvre le compagnonnage et ensuite on voit si nous ça nous convient, la vie en communauté, les cours du soir, etc., perfectionnement, et les compagnons jugent si le jeune est capable de devenir un jour compagnon. Et donc à partir de ce moment-là, on fait un travail d'adoption qu'on appelle, donc on l'étudie en dessin, et après on le réalise en atelier, et après, voilà, si c'est bon, on est corrigé par les compagnons, et si c'est bon, on est adopté dans la famille des compagnons, et à partir de ce moment-là, on devient aspirant. Et à partir de ce moment-là, on peut faire son tour de France et changer de ville. Alors, quand on est aspirant, on change de ville 2 fois par an, voilà. Une période d'hiver, une période d'été. Et après, au bout de quelques années, quand on se sent mûr au niveau professionnel, on demande à faire un travail de réception, c'est-à-dire c'est le chef-d'œuvre, voilà. Donc nous, on appelle ça un travail de réception pour être reçu compagnon. Donc ça, c'est au bout de quelques années de Tour de France. Et mon travail de réception, voilà, c'est ce présentoir. Tout ce présentoir que j'ai réalisé, qui fait 2 mètres 40 de haut et 1,25 m de diamètre. Voilà. Il y a 3 ouvertures comme ça, cintrées, voilà, qui sont cintrées en plan et en élévation, voilà, puisque ça fait un cylindre. Et c'est un cylindre qui se sépare en 3 éléments, voilà, puisque ici on voit sur toute la hauteur que le présentoir se sépare, voilà, que j'ai fait en 1981. Pour le transport, pour pouvoir passer dans les portes. Voilà. Tout l'ensemble est sur roulette, voilà, on peut le déplacer. Et en même temps, on a des éclairages, voilà, des petits néons pour éclairer au-dessus et en dessous, voilà, pour présenter des objets, différents objets, des livres, voilà. Donc ce travail m'a demandé 900 heures de travail en tout. Cette réalisation, 900 heures,
j'ai fait l'étude, compris la réalisation d'une maquette en carton et en contrepaquet qu'on va voir ici. Voilà, j'ai ici en photo. Voilà. Donc là, le présentoir fini et la maquette en carton en vraie grandeur pour voir les formes, les proportions, carton, contrepaquet. Au niveau des cintres, voilà, j'ai fait différentes façons de réaliser les cintres. Et après, voilà, avec les compagnons qui me corrigeaient, voilà, on a décidé de prendre telle option pour la réalisation des cintres. Voilà. Donc là, on voit bien sur le dessus, on aperçoit sur le dessus, voilà, qu'il y a 3 éléments, voilà, qui se séparent, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, présentoir circulaire, hauteur 2,40 m, diamètre 1,25 m. Voilà. 900 heures de travail en tout. Donc là, quand ça se sépare, on a des petites pointes qui sont très fragiles, puisque toute la partie foncée, c'est un fond creux qu'on peut voir après sur le modèle exact. Donc ensuite, voilà, j'ai fait toutes les étapes de Tour de France. Là, j'ai eu l'occasion de réaliser une très belle table aussi qui fait 2,80 m de diamètre, qui était destinée pour la bibliothèque du château de Secoua à côté de Montargis, dans le Loiret, voilà, où il y a tous les blasons des corporations qui sont incorporés dans la table en marqueterie. Ici, on en voit 3 exemples qui sont à peu près la grandeur d'une assiette, quoi. Voilà, là, c'est tous les métiers du cuir, tapissier, cordonnier, bottier, sellier. Ici, c'est charron carrossier. Voilà, on a la rue du carrosse, la plane et les petits guillaumes, voilà, qui sont représentés. Et à chaque fois, on a le compas et l'équerre. Et en bas, c'est le blason des chaudronniers, avec le chaudron, les marteaux du chaudronnier, qui représentent l'équerre et le compas. Voilà. Donc, voilà, tout ça, ce sont des ouvrages que j'ai réalisés. J'ai eu l'occasion aussi, alors ils sont sur d'autres photos plus loin, de faire au bout là-bas, de faire des fenêtres pour le château de Versailles. Voilà. Ici, j'ai eu l'occasion de faire 6 fenêtres pour le château de Versailles dans les premières années que j'étais à mon compte. Voilà. Donc j'ai fait que la fabrication, c'était pour l'aile des ministres Nord au château de Versailles. Voilà. Donc qui m'a été commandé par des compagnons à Saint-Rémy-lès-Chevreuse où moi j'ai été 1 an, où là-bas, c'est là-bas que j'avais fait mon travail de réception à Coubertin, au domaine de Coubertin exactement, à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Voilà. Ensuite, bon, on va faire un petit peu le tour de tous les travaux qui sont très variés. Je ne fais jamais la même chose. Ce sont toujours des pièces uniques. C'est-à-dire les clients ont un projet. Certains ne savent pas trop comment aménager. Et donc, on part avec des fois un mur vide. Il faut réaliser, créer. C'est ce que je dis, on part avec une feuille blanche. Et puis, il faut réaliser, créer, revoir, corriger le dessin, etc. Suivant les souhaits du client. Voilà. Et par exemple ici, voilà, j'ai fait un portail, voilà, un portail, une partie de vantaux, donc qui est très original, et avec des lames cintrées en queue de billard, des panneaux en bas, et cette partie-là, elle vient sur un petit muret en prolongement de ce portail. Voilà, donc tout ça c'est de la création où il faut créer, etc. Là, j'ai eu l'occasion aussi de faire voilà, des cuisines aussi aménagées, spéciales, on le voit, voilà, avec des colonnes à l'arrière, un îlot central. Ici, c'est un escalier. Alors ici, j'ai dit aux clients que c'était un escalier qui était très intéressant pour le calcul de l'escalier, même pour un jeune qui veut apprendre l'escalier à calculer, parce qu'il y avait beaucoup de difficultés, de contraintes, c'est-à-dire on avait une porte au départ. Au départ, l'escalier était droit, comme ça. On avait une porte au départ, après il fallait passer au-dessus d'une porte de chambre, et à l'arrivée à l'étage, on avait aussi une porte ici qui nous bloquait, donc on n'était plus en dimension, et au niveau de la hauteur au départ, on avait une échappée pour passer la tête, voilà, à respecter aussi, si bien qu'à l'étage, le garde-corps, je l'ai fait cintrer un petit peu pour gagner quelques centimètres pour l'échapper en montant l'escalier. Donc voilà, tout ça c'est une étude qu'il faut réaliser, des calculs, etc. pour que l'escalier soit aussi agréable à monter et à descendre. Voilà. Là, j'ai eu l'occasion de faire, enfin, on va regarder plutôt ici. Là, ça c'est fait. Chance, hop là. Là, j'ai eu l'occasion de faire 21 menuiseries dans cet esprit-là. Donc, j'en avais 5 de 2,50 m de haut. Voilà, avec des volets intérieurs, espagnolette sur mesure. Et là, je les retrouve là. J'en avais 4 de 2 m, 4 de 1,40 m, 2 cintrés comme ça. Tout avec des espagnolettes sur mesure, volets qui se replient, et ici en bas un œil de bœuf spécial qui est aussi pour le même client, qui a été fait pour le même client. Et là on retrouve un exemple à côté de fenêtre que j'ai fait en plus
moi pour garder, pour exposer, quand j'ai fait ces 21 menuiseries, que j'ai fait en plus pour pouvoir exposer, montrer aux clients, etc. Donc là, ce sont des volets clients, voilà, comme dans les châteaux. Tout le haut est cintré, toutes les menuiseries étaient cintrées, voilà, pour des clients. Et quand on replie les volets dans la journée, voilà, on a des moulures et l'on voit, voilà, dans la journée on voit les moulures. Donc là, le volet est pris sur une troisième pommelle, sur le même axe des pommelles de la fenêtre, voilà, de façon un peu, quand on ouvre ici, on voit le volet qui s'ouvre en même temps que la fenêtre. Voilà. Donc fenêtre en 57 mm d'épaisseur. Dedans, après, c'est du double vitrage retardataire d'effraction avec des joints d'étanchéité, voilà, sur les fenêtres, avec joints d'étanchéité, et voilà, ici en bas. Et ici, on appelle ça des moutons et gueule de loup. Voilà, en fenêtre traditionnelle, c'est-à-dire la fenêtre s'emboîte l'une dans l'autre. Voilà, comme ça. Ça, c'est en fenêtre traditionnelle, mais avec les techniques d'aujourd'hui, c'est-à-dire les joints d'étanchéité, le double vitrage, entre autres, là, c'était du retardataire d'effraction. Donc après, les volets se ferment automatiquement avec l'espagnolette. Voilà, il y en a un qui passe ici, l'autre par-dessus, et après on ferme l'espagnolette. Et voilà, hop, pardon, là j'ai oublié de le tenir. Voilà, et donc les volets sont fermés pour la nuit. Voilà. Un petit peu. Donc ensuite je fais, ben là on a un œil de bœuf, voilà. Œil de bœuf spécial que j'ai fait pour les dépendances d'un château. Et là on voit, on a le jet d'eau de la fenêtre, si on peut dire, et le jet d'eau fait le tour de la fenêtre. Voilà, donc ce qui donne une originalité et une qualité de travail, voilà. Avec aussi un petit joint d'étanchéité, pareil. Donc ça a été fait en chêne, ça a été réalisé en chêne brun. Là j'ai eu l'occasion de faire, durant mon tour de France, quand j'étais à Saint-Rémy-les-Chevreuses, une main courante sur 2 étages, voilà, sur 2 étages, une main courante courbe, débillardée qu'on appelle. C'était pour des clients particuliers à Versailles. Et donc là, voilà, j'étais durant la réalisation. Par exemple ici, on voit toutes ces pièces de bois là, ici, cintrées là, c'est tout taillé dans la masse par tracé. Et cette pièce là, là ici, on aperçoit l'assemblage. Donc c'était le haut du l'arrivée au 2e étage. Voilà, qu'il faut aller ajuster sur la main courante parce qu'il y a une lisse métallique. Et ma main courante, en dessous, on a une petite rainure qu'on a peut-être du mal à voir. Voilà, on aperçoit un petit peu là. Et là, moi, j'étais en train de faire le profil de la main courante. Voilà, qu'il faut aller ajuster sur place, etc. Donc c'est un travail qui demande de la précision à tout point de vue depuis le départ, quand on relève les dimensions avec des panneaux, etc. Ici, on voit la façade de mon présentoir qui est en frêne, voilà, toute seule. Donc ça a des formes, voilà, c'est du lamellé collé, cintré en plan et en élévation. Donc c'est la façade que j'ai présentée tout à l'heure au niveau du présentoir, voilà ici. C'est cette façade-là. Et là, ça fait une seule longueur de pièce qui démarre d'ici, voilà, qui démarre d'ici, assemblée à coupe d'onglet avec double enfourchement à l'intérieur. Donc une seule des pièces qui est en lamellé collé, voilà, qui fait tout le tour et qui revient jusqu'ici. Voilà. Voilà, tout ça c'est une seule pièce. Après là, on a une autre pièce. Et donc tout ça c'est assemblé à double enfourchement. Et donc cette pièce-là ici cintrée, elle est en lamellé collé dans les deux sens. Puisqu'on est cintré vu de façade. Et quand on regarde de haut, on est cintré aussi, on a comme une colonne. Ça fait un petit peu comme un sablier. Et donc là, ici, j'ai des panneaux qu'on voit ici en bas, qu'on voit ici en dessous. Voilà, en frêne. La partie claire est en frêne, la partie foncée est en orme. Voilà, toutes les parties foncées sont en orme et ces parties-là sont en chêne. Donc là, j'ai un panneau là aussi et j'ai un panneau aussi en dessous tous les panneaux font 22 mm d'épaisseur. Voilà. Et puis après, en bas aussi, j'ai pareil, le panneau. Donc comme c'est un présentoir, ben voilà, je présente des différents objets dessus. Voilà. Par exemple ici, c'était une petite échelle de meunier qu'on a fait pour un client qui faisait presque 3 mètres de long. Donc là, c'est un petit échantillon, voilà, qui allait dans une grange. Donc là, au niveau du présentoir, bon, j'ai mis des petits néons à l'intérieur pour justement éclairer et apporter de la lumière un petit peu. Ensuite, donc là, ce sont différents ouvrages que j'ai réalisés. Par exemple ici, ça c'est un bow window, donc c'est un balcon fermé
C'était un ensemble qui avait plus de 100 ans, que j'ai refait entièrement. Le toit en zinc était percé, l'eau s'est infiltrée. Et voilà, si le toit n'est pas en bon état, l'eau s'infiltre et après il y a tout le reste qui s'abîme. Donc on a refait entièrement, il fait 400 kg l'ensemble. Moi j'ai fait refaire tous les plombs des vitraux par un spécialiste des vitraux. Et parce que tous les vitraux on les a récupérés, il y a juste un petit oiseau qui était abîmé qui a été refait. Donc toutes les fenêtres sont ouvrantes, tout l'ensemble fait 400 kg. Donc là je l'ai exposé au Salon de l'Habitat en septembre 2007, voilà. Et après on l'a posé chez le client, ça se trouve à Saint-Benoît-sur-Loire, dans le Loiret, sur la place à côté de la mairie. La mairie elle est 20 mètres à côté, sur le côté gauche. Voilà. Donc là c'est au premier étage de l'habitation. Et les clients m'ont dit, après l'avoir fini, que j'ai été le seul menuisier à répondre pour ce genre de travail. Et alors en même temps, cette année-là, on s'est trouvé à faire une porte ici, cette porte-là, je sais plus, ah bah oui, en vraie grandeur elle est ici. Voilà, donc c'était la porte sur la même place du côté de la pharmacie de Saint-Benoît-sur-Loire, qu'on a fait, avec panneau en haut, des moulures grand cadre et le panneau du milieu arrondi. Voilà. Ensuite ici j'ai une autre porte d'entrée qui est vue extérieure et vue intérieure, donc ça c'est spécial. Alors c'est pareil, le client il travaillait de gros travaux avec le maçon, le maçon a posé des menuiseries industrielles et pour la porte d'entrée, le client, la porte que l'industriel proposait, ça ne lui convenait pas. Donc l'industriel ont essayé d'améliorer les choses, mais bon c'était pas ça. Et ils sont venus me voir après, le client, et ils avaient un modèle qu'ils ont trouvé dans un catalogue et ils m'ont dit voilà on voudrait ce genre de porte, voilà. Donc moi j'ai pu réaliser leur porte à leur souhait exactement ce qu'ils voulaient. Donc c'est ce qui fait moi si vous voulez je suis complètement différent des industriels. Moi je suis pas du tout un industriel, je fabrique voilà, sur mesure, la demande, jamais la même chose, jamais la même chose. Ici par exemple c'est l'escalier courbe débillardé. Il est en forme de U, donc là on peut voir que dans les angles on n'a pas de poteau, voilà, même le deuxième, donc c'est le limon qui continue en tournant. Donc dans la partie tournante j'ai deux pièces de bois massif, tout fait par tracé, voilà. Et au niveau de la main courante, la partie cintrée, je la fais en lamelé collé, juste au niveau de la partie cintrée, voilà. Et là on voit qu'il n'y a pas de contre-marche au niveau de l'escalier. La première marche, on a une contre-marche qui est arrondie et qui tourne autour du poteau avec la marche. Voilà, on est obligé de faire une contre-marche puisque comme la marche elle avance devant, sinon elle n'est pas bien tenue puisqu'elle tourne autour du poteau. Voilà. Et là quand on regarde sur la photo du bas, voilà, on voit l'escalier un petit peu vu de haut, donc on voit bien les parties cintrées dans les deux quarts tournants au niveau de l'escalier. Et toutes les marches sont balancées, voilà, toutes les marches sont balancées, dans ce qui donne une répartition au niveau des largeurs de marche, surtout dans la partie côté limon, côté intérieur, qui est toujours réduite, les marches, et donc en faisant un balancement progressif sur toute la longueur de l'escalier, ce qui nous permet d'élargir les marches dans le quart tournant et d'avoir un escalier beaucoup plus agréable pour monter, mais surtout pour descendre. Voilà. Donc ça, c'est très peu de menuisiers savent faire ça, bon, mis à part les compagnons, parce que c'est au niveau de la courbe et des billardés, voilà, c'est beaucoup de tracés de très haute précision en permanence. Il faut toujours être concentré sur le travail parce que la petite erreur elle peut arriver et puis après, après il peut y avoir des conséquences. Ici là par exemple ça c'est un escalier à l'anglaise, donc à l'anglaise c'est-à-dire que le limon, on aperçoit là le limon est découpé, voilà, et le nez des marches vient en bout, retourner en bout en extérieur et les balus sont pris sur le côté du limon, voilà, donc ça on appelle ça l'escalier à l'anglaise. Donc là par contre j'ai des contre-marches partout, voilà. Une marche aussi au départ. Alors là ici j'ai un poteau en fonte, à l'inverse de l'autre poteau, quand on regarde en haut l'autre escalier, le poteau était en bois et la boule en fonte, voilà. Et donc sur celui du bas on a inversé par rapport au souhait du client, voilà, c'est le poteau qui est en fonte et la boule est en bois, voilà. Et quand on a posé l'escalier, donc là ici on aperçoit la main courante, voilà, où on a mis tous les supports pour les barreaux. Et après on allait présenter, où on aperçoit au fond tous les balus qui sont en place. Après on allait présenter la main courante emboîtée sur tous les balus. Et donc quand on a posé l'escalier, c'était une maison neuve, les clients 15 jours, ça faisait 15 jours qu'ils habitaient dans cette maison. Et la peinture était faite,
La peinture était faite dans le fond en rouge. On n'a pas fait une égratignure, rien du tout. Voilà. Donc voilà pour cet escalier-là. Ici, c'est un escalier limon central. Voilà. Le limon central qui est en pin, qui fait 15 cm d'épaisseur. Voilà. Et il tourne en forme de U, voilà, de U de fer à cheval. Et les marches sont en hêtre. Donc toutes les marches viennent s'entailler de 1 cm dans le limon pour bien les bloquer. Et en même temps, elles sont vissées, et 4 vis avec des chevilles bouchons, des bouchons qu'on appelle ça, pour reconstituer le fil du bois et que ça se voit le minimum. Donc là ici, au niveau de cet escalier, j'avais fait, on appelle ça un poteau en noyau qui monte sur toute la hauteur. Et les clients, ça leur a pas plu parce qu'ils trouvaient que c'était pas assez aéré. Donc on a modifié, on a supprimé le poteau en noyau et après on avait un espace vide, mais il fallait que je retrouve une autre conception. Alors là, ici j'ai mis un poteau seul, avancé sur la première marche, et après il fallait que je comble ce trou un petit peu entre les marches et le poteau. Et donc j'ai cherché quoi faire, et donc j'ai créé des tiges inox, voilà, une par marche, que j'ai cintré et que j'ai mis en biais pour rappeler un petit peu le rampant de la main courante. Et au fur et à mesure que je descendais en bas, mon rampant diminuait pour la dernière être pratiquement de niveau. La dernière tige d'inox est pratiquement de niveau. En haut de l'escalier, ici, on aperçoit ici, ce sont des câbles. Donc en bas, c'était des tiges inox et en haut, ce sont des câbles. Et même au niveau du rampant aussi, alors je ne sais pas si on va bien voir, voilà, au niveau du rampant aussi, ce sont des câbles aussi. Là, on aperçoit le dessous du limon à la meule collée qui fait 15 cm d'épaisseur. Voilà. Et ici, les têtes de poteau, elles ne dépassent pas, elles sont au même niveau que la main courante. Et le profil de la main courante, je l'ai fait dans le bout de la pièce dans le poteau, donc qui est profilé en travers du fil. Alors ici, il y a un très bel escalier aussi en lamellé collé, voilà, qui est dans une ferme, dans le Cher, on avait 3,50 m à monter. Et donc la partie lamellé collé, je vais chercher. Voilà. Voilà, ça, on appelle ça du lamellé collé. Donc voilà, c'est une main courante. C'est la main courante extérieure de l'escalier. Voilà. Donc là, je sais pas si là on voit les lamelles de bois qui font dans les 6-7 mm d'épaisseur pour la partie extérieure de l'escalier. Et par contre, pour la partie intérieure où l'escalier tourne beaucoup plus rapidement, mes épaisseurs de lame sont de 3 mm. Voilà. Donc il faut faire les épaisseurs de lame de façon à pouvoir cintrer les lames parce que sinon c'est pas possible. Et donc voilà, ça c'était un super ouvrage que j'ai réalisé aussi. Ici on a aussi un autre escalier, alors là aussi pareil, cet escalier là fait 520 kg sans la rampe, fer forgé et posé sur une marche en pierre. Il fait 1 mètre de large, rien que le limon central il fait 80 kg. Et les marches en 47 mm d'épaisseur finie et les contre-marches en 28 mm d'épaisseur finie. Voilà. Quand on a posé l'escalier chez le client, c'était en Seine-et-Marne, à 135 km de mon atelier. L'escalier vient entre 3 murs. Mur à droite au départ, mur au fond et ici, mur à gauche. On a monté l'escalier à l'étage et on l'a descendu avec un palan tout monté. C'est le client qui tournait la chaîne du palan. Et on a posé l'escalier sur la marche en pierre, et on n'a pas eu un coup de rabot, rien du tout à donner. On a tracé en dessous, sous l'escalier, sur le mur pour pouvoir faire les trous pour sceller les corbeaux qu'on appelle, c'est des pièces métalliques pour tenir l'escalier. On a remonté l'escalier un peu, on a fait nos trous, on l'a redescendu, on a scellé, pas eu un coup de rabot à donner, rien du tout. Donc après c'est le métallier, un métallier de Saint-Martin là-bas, un compagnon métallier, compagnon du devoir, qui a réalisé cette rampe. Voilà. Avec ici on aperçoit c'est un coq qui a été représenté que le client voulait, quoi. Tout en fer forgé. Donc le métallier est venu sur place pour mettre toutes ces pièces métalliques en forme. Voilà un petit peu. Donc c'était un très bel ouvrage à réaliser, quoi. Ici j'ai un autre escalier pareil. Courbe débillardée, donc celui-ci fait un quart tournant, donc il n'y a pas de poteau dans l'angle. Par contre là ici au départ on a une volute de départ qu'on appelle, qu'on voit ici un petit peu plus grossi au niveau de la photo. Voilà. Et le poteau de départ vient s'encastrer dans la volute de départ, c'est-à-dire c'est le limon qui s'enroule autour du poteau. Donc là la contre-marche juste au départ, justement pour tenir la marche, parce que sinon il nous faut quand même un appui, puisqu'elle tourne autour de la volute qu'on appelle. La deuxième tourne autour aussi de la volute. Voilà, donc ça ce sont des escaliers
que moi je peux proposer aux clients par rapport à mon expérience, à mes compétences, à mes capacités, que beaucoup d'artisans ne pourraient pas proposer en escalier court débuardé, c'est-à-dire ça serait des poteaux dans l'angle, un peu poteaux classiques. Voilà un petit peu. Ici j'ai une porte fermière. Voilà, ici c'est une porte fermière, vue extérieure, là on voit le volet, donc à 2 battants, comme dans les fermes, à 2 battants. Et ici, vue de l'intérieur, voilà quoi. Et ici, le battant du haut est ouvert. Voilà. Donc dans les fermes, il y avait souvent des portes comme ça, c'est pour ça qu'on les appelle des portes fermières. Voilà. Ensuite, alors ça c'est un des plus beaux escaliers que j'ai réalisé. Tout sur ce panneau, c'est le même escalier. Voilà. J'avais d'abord fait la porte d'entrée pour les clients. Alors c'est pareil, un corps de bâtiment de ferme, une grange qui a été aménagée en habitation, à côté d'Artenay, dans un petit village qui s'appelle Coupry. Et donc, quand les clients, on a d'abord réalisé la porte. Ensuite, la porte, les clients au départ, ils voulaient 2 vantaux. Une porte qui fait un peu plus de 2 mètres de haut et 1,80 m de large, ils voulaient 2 vantaux quand je suis venu. Et après, moi, quand j'ai tout de suite vu sur place, j'ai dit, mais 2 vantaux, ça ne va pas aller. Il vaut mieux faire un ventail assez large, de 92 cm de large qu'on a fait, et 2 petits battants fixes de chaque côté qui font environ 35 cm. Et c'était beaucoup mieux d'avoir une belle porte large, imposante, que d'avoir 2 portes où ils se sont servis pratiquement tout le temps que d'une porte, quoi. Donc là, ils ont été très contents du résultat, avec double panneau isolant à l'intérieur. Ensuite, l'année d'après, ils m'ont demandé cet escalier. Et donc cet escalier, moi je leur ai proposé, parce qu'en face de l'escalier, on a une cheminée. Et moi je leur ai proposé l'escalier de le faire en biais le départ, parce que on a la cheminée en face et par ici, on a un espace d'environ 3 mètres pour aller dans un salon, un grand salon. Et je leur ai dit, l'escalier, ça serait bien de faire le départ en biais, voilà, pour que ça donne vers le passage. Et en plus, là, ils mettaient leur table de salle à manger aussi. Et donc je leur ai dit, bah, ça serait bien de le faire en biais, de mettre même des volutes de départ éventuellement. Voilà. Marge de départ arrondie, voilà, donc. Et marge de départ arrondie, bon, le limon est cintré parce que toutes les marches sont balancées automatiquement. Donc là, moi, l'escalier, je le monte entièrement en atelier. Je l'ai monté entièrement en atelier, dans mon atelier. Voilà. Et là, mon projet que j'ai proposé aux clients leur a tout de suite plu, quoi. Donc j'ai plus de 100 barreaux pour réaliser cet escalier, parce que j'ai 3 grandes garde-corps à l'étage qu'on aperçoit ici. Un petit peu, là voilà, l'arrivée à l'étage, on en aperçoit 2, et après il y en a un 3e retour au-dessus de 7 foot. Voilà. Donc c'est un très très bel ouvrage, les clients ont été très très satisfaits de tout l'ensemble que je leur ai proposé, quoi. Et là je le viens de faire dernièrement, mais j'ai pas les photos, on vient de poser juste derrière la cheminée toute une grande bibliothèque, tout en chêne massif, que je viens de leur faire sur 3,30 m de large et 3 mètres de haut, avec différents aménagements, penderies, meubles bas avec 3 portes. Sur le côté gauche, une grande caisse avec des roulettes pour mettre le bois de chauffage où la cheminée se trouve juste à côté derrière. Voilà, donc et les clients m'ont connu de bouche à oreille. Alors, moi ou avant je vais vous montrer peut-être ça, peut-être. Donc ça, moi, ça c'était un départ c'est un limon court d'escalier que j'ai fait en cours. Et donc là, ici, on peut apercevoir différents assemblages. Un assemblage à coupe droite, voilà, d'équerre au rampant. Et ici, on appelle ça un assemblage coupe à crochet. C'est-à-dire là, on a une coupe là, et ici, une coupe de niveau, voilà, et une autre coupe ici. On appelle ça une coupe à crochet. Qui est reliée ici, on aperçoit des bouchons, un bouchon ici et un autre ici, qui est relié ici à l'intérieur avec une tige filetée, des écrous à chaque extrémité pour pouvoir serrer, et 2 petits tourillons à l'intérieur. Donc voilà, pour pouvoir serrer l'assemblage. Voilà un petit peu. Donc ça, c'est une pièce de cours, en cours du soir chez les copains. Là, j'ai fait un petit coffre Louis XV. Alors ce petit coffre, j'ai créé les dessins, les motifs plutôt, et par rapport à ce que je recherchais. Donc par exemple ici, voilà, on aperçoit donc ces 2 colombes avec un branchage, feuillage, branchage, un nid ici, on aperçoit le nid avec 2 œufs, voilà, dont un œuf qui a éclos et pas l'autre. Voilà. Donc ça, c'est un petit coffre Louis XV. Et sur le dessus, ici, on aperçoit 4 roses qui sont différentes, les roses. Voilà, ici aussi, il y en a 2 autres. Et là, avec les initiales H et le I. Donc H, parce que moi, c'est Hervé. Et le I, c'est le prénom de ma femme, Isabelle. Voilà. Que j'ai offert pour ses 40 ans. Voilà, il y a déjà quelques années.
Donc là, je vais ouvrir le coffre. Voilà. Donc là, j'ai mis un petit miroir. Et j'ai créé une serrure. Là, j'ai mis une serrure, mais je ne voulais pas mettre de deuxième serrure en bas au tiroir pour pas encombrer trop cacher le motif. Donc j'ai cherché, j'ai créé un système de fermeture où j'ai fait des petites plaques laiton avec une tige laiton. Et quand on baisse le couvercle, il appuie sur la tige laiton, là, les deux tiges laiton, et qui viennent s'encastrer dans la platine du tiroir. Et ce qui vient que ça condamne le tiroir. Voilà. On ne peut pas ouvrir le tiroir. Voilà, ce qui m'a évité de mettre une deuxième serrure. Donc, et puis j'ai un petit fond secret, voilà, qu'il faut soulever pour voilà, un petit fond secret. Et la difficulté ici, c'est que le style Louis XV est en forme. Il y a des formes creuses, bombées et creuses dans la longueur, dans la largeur du meuble, mais aussi sur la hauteur. On est creux, bombé et creux. Alors quand on a un plaquage, une marqueterie à plaquer, voilà, ça tire sur le plaquage, donc c'est très délicat. Et là en plus, il fallait que le motif se raccorde partout. Voilà. Donc c'était une difficulté où voilà, c'est en collant, ça peut glisser, etc. Donc là, voilà le résultat un petit peu. Sur le côté de mon coffre, j'ai représenté une guêpe. Alors cette guêpe a un symbole, voilà, je l'ai représenté des deux côtés. Voilà. Alors cette guêpe a un symbole parce que chez les compagnons, on porte un nom de province quand on est reçu, quand on est adopté aspirant. Voilà. Et moi, mon nom de compagnon, moi je suis né à Saint-Cyr-en-Val dans une ferme qui s'appelle les Trois Sœurs, voilà, entre Orléans et la Ferté-Saint-Aubin. Et mes parents étaient agriculteurs. Et donc la région d'Orléans, les gens, on les appelle des guépins. Voilà, comme par exemple Montargis c'est Gâtinais, Tours c'est Tourangeau, voilà, différentes régions, Alsaciens, Bordelais, Marseillais, voilà. Donc voilà pourquoi la raison de cette guêpe. Donc il y a un travail que j'ai fait de précision, de marqueterie, tout est de la marqueterie sur cette maquette. Alors le fond est en plaquage noyer, de la ronce de noyer, pour pas avoir de veinage, pour que ce soit un décor comme le dessus, c'est du marbré. Voilà, un fond qui fait bien ressortir les motifs que j'ai voulu faire. Voilà. Donc voilà un petit peu. Et après, il a été verni un vernis au tampon. Voilà, mais bon, il y a déjà pas mal d'années. Alors ici, il y a quelque chose que je vais vous montrer aussi. Au fond du tiroir. Voilà, le tiroir est assemblé à queue d'aronde. Voilà, traditionnel, queue d'aronde, qui ne débouche pas en façade, bien sûr. Voilà. Et ici aussi, queue d'aronde à l'arrière. Voilà. Donc le tissu qui a été mis à l'intérieur, c'est de la soie. Et ici, au niveau du coffre, alors là, je vais vous montrer un petit secret. Voilà. Donc là, c'est Hervé Le Guépin, donc c'est moi. Hervé Touzeau, Le Guépin. Donc j'ai dessiné le blason avec le compas et l'équerre. Et ensuite, voilà, c'était pour Isabelle, la date, etc. Et donc là on aperçoit en dessous les petites platines aussi, où il y a la tige, voilà, qui s'enfonce, voilà, et qui vient faire condamner le tiroir. Voilà. Voilà un petit peu. Donc ça, ce travail-là m'a demandé plus de 120 heures de travail, l'étude et réalisation de cet ouvrage. Alors cet ouvrage-là, il est réalisé au nombre d'or. Alors le nombre d'or, ce sont des proportions qu'on fait. Alors dans le temps, il y avait beaucoup de châteaux, de monuments qui étaient réalisés au nombre d'or. C'est-à-dire le nombre d'or, c'est 1 sur 1. J'ai perdu 1 sur 615. J'ai perdu le chiffre exact. C'est-à-dire c'est au niveau proportion. Par exemple, l'humain, en principe, on est au nombre d'or. Si on prend par exemple notre hauteur, avec la hauteur du nombril, voilà, si on prend notre hauteur et la hauteur du nombril, on est au nombre d'or. Voilà. Donc ça permet de calculer pour des ouvrages, des réalisations de volume, etc. Ils sont peut-être moins employés aujourd'hui. Voilà un petit peu pour l'histoire de ce petit coffre Louis XV. Là, on est là, on va profiter de ça. Alors, donc moi j'ai le titre de maître artisan depuis 1996 que je suis à mon compte, voilà, parce que j'ai le brevet de maîtrise. Et en mars 2010, la Chambre des métiers m'a attribué le titre de maître artisan d'art. Donc je suis le seul artisan menuisier, en tant que menuisier dans le Loiret, à avoir le titre de maître artisan d'art. Donc c'est un titre honorable, alors que j'avais rien demandé.
Voilà, mais bon, étant donné que j'expose au Salon d'Habitat depuis 2003, donc les représentants de la Chambre des métiers, etc., ont pu voir au fil des années le travail que je faisais de réalisation, de fabrication, mais pratiquement jamais l'industriel. Alors tout à l'heure, là, sur mon présentoir, il y a des ballons de représenter. Voilà, alors j'ai commencé à faire des ballons de rugby en 2007 quand il y a eu la Coupe du Monde de rugby en France. Voilà. Donc ces ballons sont en bois massif, voilà, ça fait à peu près 2 cm d'épaisseur. C'est des morceaux de bois, des pièces de bois qui sont collées, donc c'est la couleur naturelle du bois. Par exemple celui-ci, on a du noyer enfoncé, la partie un peu plus claire c'est du hêtre, et la partie qui est un petit peu rosée c'est du merisier. Voilà. Et après on repart encore avec du hêtre, du noyer, etc. Donc dans le ballon de rugby, j'ai fait exactement la forme du ballon de rugby, c'est-à-dire 4 panneaux qui sont bombés, voilà, qu'on aperçoit, en imitant les coutures, et après la valve. Voilà. Donc comme support, j'ai choisi de faire des poteaux de rugby avec les protections, voilà un petit peu, et la base ovale aussi. Et certaines bases, je les ai teintées en vert, voilà, pour imiter la pelouse. Voilà. Et donc ça sert de support et on peut poser le ballon dessus. Voilà. Et donc l'idée c'était aussi en même temps pour des cadeaux, pour offrir, les gens qui veulent offrir un cadeau pour un anniversaire, pour un Noël, pour un mariage, pour une personne d'un club qui a beaucoup œuvré pour un club de rugby par exemple. Voilà, donc ce sont des super cadeaux, ce sont des pièces uniques, voilà, ils sont tous différents, voilà, avec des couleurs de bois naturelles. Il n'y a aucune teinte dans mes ballons, aucune teinte, tout est naturel. Donc là ici c'est un ballon de foot, voilà, pareil en bois. Et il y a 20 hexagones et 12 pentagones. Les pièces font à peu près 1,5 cm d'épaisseur. Et toutes les pièces sont assemblées avec une rainure sur toutes les faces. Et tout assemblé avec une fausse languette. Donc tout est assemblé. Et donc il y a énormément de travail dessus. Parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Et avec la valve aussi. Voilà, pour éventuellement gonfler le ballon si le ballon est dégonflé. Voilà. Mais ceux-là, ils sont increvables. Voilà un petit peu. Donc le bois ici, celui-ci, le bois clair, c'est du chêne, et le bois foncé, c'est du vinguier qu'on appelle. Voilà. Donc c'est un bois noir, voilà, qui est très joli, avec un veinage qui est très joli. Voilà. Là, je vais vous montrer un autre ballon, ici de l'autre côté. Alors celui-ci, il est en érable sycomore. Vous voyez. Alors j'ai essayé de prendre dans des pièces de bois pour avoir les flammes du bois. Vous voyez. Bon, j'ai pas pu avoir partout, parce que c'est pas facile, il faut avoir les bonnes planches. Et là on les voit, les flammes du bois, voilà. Et là le bois qui est de couleur rouge un peu, c'est de l'œil de vermeil. Donc c'est un bois précieux que les ébénistes utilisaient jadis pour remplacer un peu l'acajou de Cuba. Voilà. Donc ce sont des œuvres uniques, voilà. Et le support au niveau des ballons, bah, pareil, j'ai représenté l'hexagone. J'en ai d'autres qui sont en pentagone, forme pentagone, qui rappellent aussi la forme des panneaux du ballon. Voilà, donc là j'ai teinté en vert aussi pour imiter la pelouse. Voilà. Là j'ai des demi-ballons de rugby aussi. Voilà. Demi-ballons de rugby, pareil. Et là j'ai des petits. Alors voilà, il y en a dans différentes couleurs des ballons. J'ai des petits pour offrir. Alors j'ai eu l'occasion d'une dame qui m'en avait pris 2 il y a quelques années pour offrir pour les baptêmes de ses 2 enfants. Voilà. Et elle m'en avait pris un taille réelle pour les 42 ans de son mari. Voilà. J'en ai vendu aussi pour des 40 ans, des 50 ans, des 60 ans, des 70 ans. Voilà. Donc c'est sûr, ces ballons, c'est des œuvres d'art et ça a une certaine valeur parce qu'il y a à peu près 3 jours de travail dessus, fini, vernis et tout. Et voilà, il y a une certaine valeur et j'invite les gens à mettre 1 € tous les jours dans une cagnotte. Et au bout d'un an, un peu plus d'1 an, ils arrivent à offrir ce ballon, quoi. Ou se regrouper, voilà, se regrouper quand c'est une fête familiale. Donc là, on va revenir par ici. Alors là, ça c'est tout nouveau. Ça c'est un balustre d'escalier tourné, fait au tournage, que j'ai voulu créer. Donc ça c'est tout nouveau, il vient d'être fait il y a 2 semaines. Et donc c'est des torsades. La torsade fait 2 fois le tour du balustre.
Et au milieu, il y a, là nous on a mis un barreau en bois qui est en vingué pour que ça ressorte le foncé. Et donc après il peut y avoir des barreaux métalliques, des barreaux de couleur, etc. Et là je suis en train de voir aussi pour éventuellement, on n'a pas eu le temps là, mais pour éventuellement faire un baluste avec des LED pour éclairer, tout en ayant peut-être le barreau. Voilà, on est en train de réaliser des prototypes. Donc c'est sûr, ce sont pas des balustres ordinaires qui demandent du travail. Et bon, voilà, c'est une autre proposition de balustre pour des escaliers. Ici, alors là j'ai fait faire, parce que moi je suis menuisier, donc j'ai fait que la partie bois pour des porte-manteaux. Là ils sont couchés pour l'instant. Et donc dessus c'est pour mettre les chapeaux, les casquettes ou autre. Et là j'ai fait faire par un métallier, parce que je ne suis pas forgeron, un compagnon métallier que je parlais tout à l'heure de Saint-Martin là-bas, qui a fait tous ces porte-manteaux. Je voulais des porte-manteaux différents, ils sont tous différents. Et après j'ai fait faire aussi par quelqu'un de ma commune de Vienne-en-Val, dans le Loiret, j'ai fait faire des petites boules en céramique, donc qui viennent se fixer sur le support en fer forgé. Voilà, donc des boules différentes. Je voulais tout avoir différent. Voilà. Et donc là c'est en présentation. J'ai la cliente qui doit venir aujourd'hui, qui va voir si ça lui convient, si elle choisit un modèle ou quoi. Voilà. Et donc là par exemple le fer forgé, donc là on voit qu'il a torsadé le métallier, et ici il a essayé de faire un nœud avec le métal, avec la tige de métal, où il a fait un nœud. Voilà. Donc ce sont que des pièces uniques. Ici j'ai eu l'occasion de faire une belle porte aussi. Ça c'était la porte qu'on a vue tout à l'heure sur le côté de la pharmacie de Saint-Benoît-sur-Loire. Mais ici cette porte, c'est une grande porte que j'ai fait avec des moulures grand 4 qu'on appelle, où il y a les montants et traverses qui s'emboîtent dedans. Voilà, comme ça. Et ici à double panneau avec un isolant à l'intérieur. Voilà. Donc moi là j'ai créé la moulure et fait l'outil pour réaliser cet ensemble. On va juste aller voir la photo de cette porte, hein, qui est ici. Donc voilà, la photo de cette porte, elle est là. Donc le haut, il est cintré, on a 4 cm de flèche qu'on appelle la partie cintrée, on appelle ça la flèche. La porte elle fait 2,50 m de haut et 1,60 m de large. Et elle est tiercée la porte, donc une partie large et une partie petite, mais qui s'ouvre quand même. Voilà. Et en haut, au-dessus de la porte, en haut on a un imposte, et entre la porte et l'imposte, on a aussi, j'ai fait en partie cintrée aussi. Donc voilà un petit peu. Donc cette porte, elle est à Chaumont-sur-Loire. Voilà. Donc ici, devant l'établi, là ici, on voit tout cet ensemble, c'est un lambris assemblé. Alors j'ai eu l'occasion de faire une quarantaine de panneaux comme ça, dans 2 pièces qui allaient dans un hôtel sur Paris. Et donc là on aperçoit au niveau des cimaises, ça c'est une cimaise, et donc on a un grand panneau, et ici on a un petit panneau qui vient en saillie du grand panneau. Voilà. Et là on le voit, la saillie du petit panneau, donc c'est pour donner du relief à l'ensemble. Et dans l'ensemble, les grands panneaux, j'avais plusieurs grandeurs de panneaux suivant les murs où il y avait des portes, etc. qu'il fallait réaliser. Donc là, après, tout l'ensemble après était peint en décoration. Donc là, on aperçoit la plinthe en bas. Voilà. Donc moi, j'ai refait ça, j'avais gardé des modèles pour justement présenter dans mes expositions. Là, on appelle ça une moulure grand 4, c'est-à-dire la moulure, elle dépasse du bâti, des montants et des traverses. On appelle ça une moulure grand 4. Et ici, pareil. Là, c'est une petite moulure grand 4 qui est encore beaucoup plus grande. Voilà. Et là, la moulure grand 4 est refouillée à l'intérieur aussi. Voilà, on l'aperçoit là et là, où elle est refouillée aussi. Donc là, il a fallu que je fasse en 2 fois cette moulure pour pouvoir refouiller derrière. Voilà. Et après, tout l'ensemble était peint en décoration sur place par un décorateur. Je ne sais pas si on a fait le tour. Si, tiens, là, on va présenter ça. Là, il y a d'autres photos qui sont très intéressantes à voir. Ici, j'ai fait un meuble télé sur Orléans pour un client. Et le meuble est encastré d'un tiers dans le mur. Voilà, d'un tiers, il y a 2 tiers qui ressortent, il n'est pas posé au sol. Donc la télé venait au milieu, après j'avais 2 portes au milieu, et les 2 portes, elles s'ouvraient quand on voulait regarder la télé, et après on ferme, et après, voilà, il y avait un éclairage avec une vitre devant pour mettre aussi des décorations. Là ici on voit le même meuble, les portes qui sont ouvertes, donc les portes du haut qui se relèvent, et qui ont la forme cintrée
on aperçoit ici autour, en haut, voilà, la forme cintrée de l'intérieur de l'espace, qui est l'intérieur est en chaîne massif de 45 mm d'épaisseur. Comme l'extérieur aussi est en chaîne massif de 45 mm d'épaisseur. Donc là, le tiroir pareil, il a la forme cintrée. Voilà, donc on va revoir un peu plus bas ici, le tiroir ouvert, ici où il a la forme cintrée, la façade. Et dans cette pièce, la salle à manger, là on aperçoit là ici une chaise, mais il y a une table devant. Et donc à l'autre bout de la salle à manger, on a fait le même principe de meuble, mais meuble vaisselier que l'on voit ici. Voilà, meuble vaisselier que l'on voit ici, donc qui est beaucoup plus grand. Là il est en place, donc pareil, il rentre un tiers dans le mur, il n'est pas posé au sol. Et pareil, on a les portes qui sont, les tiroirs ici qui sont cintrés. Voilà, et puis ceux du bas aussi qui sont cintrés, donc cintré là et cintré ici. Et donc là, la photo du bas, on revoit. Alors en haut, en bas c'est des tiroirs, voilà, et en haut ça fait partie de la porte. Voilà, c'est pas des tiroirs, en haut ça fait partie de la porte. Et donc après, ça a été verni avec un vernis brillant, couleur champagne un petit peu. Voilà. Là on va essayer de faire un petit peu le tour des photos, donc ça on l'a vu tout à l'heure. Ici c'est une grande porte de grange que j'ai réalisée, voilà, qui fait 3,60 m de haut et puis je sais plus de large, c'était dans les 3 mètres, voilà, avec un petit portillon à l'intérieur des grandes portes. Alors là, la difficulté de cette grande porte, c'est que en haut on est à fleur de la poutre bois et de la pierre, mais en bas, quand on regarde en bas, on avait 8 cm de faux aplomb. Et moi ma porte je l'ai mise d'aplomb. Donc là, le mur était bien en faux aplomb de 8 cm. Et là, on le voit aussi, on aperçoit le décalage. On a un petit peu le décalage qui est au milieu, au-dessus de la porte, qui est pris ici, quoi, la photo. Et là, comme je suis coudé au niveau des pentures que j'ai fait faire sur mesure, donc là, il y a eu un renfort qui a été mis, un renfort d'angle, puisqu'on était coudé avec le poids des portes, etc. Donc voilà, tout ça, même les ferrures, c'est de la fabrication sur mesure à la demande. Voilà un petit peu. Alors ici, il y a une chose ici qu'on n'a pas vue, là où on avait vu. Ici, les gens avaient une bibliothèque et ils m'ont demandé, ils ont déménagé et dans l'emplacement ils ont mis ça, il y avait une largeur qui correspondait pour compléter la bibliothèque. Donc en merisier, et cette bibliothèque qui fait 2,50 m de haut et presque 2,50 m de large. Toutes les tablettes ne sont pas de niveau, vous voyez, elles sont en biais, pour justement avoir soit des grands livres, des petits livres, et en profondeur pareil, on est en biais aussi pour avoir, suivant si c'est des petits livres ou des grands livres. Et là sur la photo du bois, on voit quand j'ai collé dans mon atelier tout l'ensemble avec beaucoup de serre-joints, voilà, parce qu'il fallait tout coller ensemble, voilà un petit peu comment ça se passe au niveau du montage, de l'assemblage, du collage d'un ensemble, voilà, où il faut beaucoup de serre-joints. Et donc là il faut, on ne peut pas faire ça tout seul parce qu'il faut coller, il faut se dépêcher parce qu'après la colle commence à sécher. Donc le temps de tout encoller et de serrer, voilà, suivant la température, il ne faut pas s'amuser. Donc là ici, je ne sais plus si je vous l'avais montré ça, je ne me souviens plus. Ça c'est le fameux escalier qu'on a fait avec une rampe fer forgé où il y avait un coq dessus. Donc là je l'ai monté en atelier. Et ici c'est chez le client. Donc ça c'est les parties limon qui se trouvent à l'extérieur de l'escalier qui viennent côté mur. Donc il y en a une là, l'autre là et l'autre ici. Voilà. Donc ce sont les trois parties. Voilà, quand on les voit là, on voit ce sont des formes cintrées puisque tout l'escalier est balancé. Donc ce qui donne des formes cintrées. Voilà. Donc là ici on a monté l'escalier chez le client à l'étage, parce que c'était pas habité encore, j'avais mis des bastins, des panneaux. Donc on l'a sanglé. Et ensuite là on aperçoit vaguement un palan pour descendre l'escalier tout monté qui fait 520 kg avec le palan et une chaîne. Donc c'est le client qui a tiré la chaîne qu'on aperçoit ici, la photo en dessous. On aperçoit la chaîne et le client tire la chaîne. Donc tout l'escalier est monté, suspendu et on l'a descendu entre trois murs. Qu'on retrouve ici derrière, qu'on a vu tout à l'heure, derrière. Voilà, ici. On a vu là, donc là il est entre trois murs, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et donc on n'a pas eu un coup de rabot ardonné. Voilà, donc là on voit un petit peu l'ensemble. Là on voit maintenant le limon central intérieur, le limon intérieur du mur, de l'escalier, pardon, et qui lui fait 80 kg. Voilà. Et au fond on aperçoit les fameuses fenêtres pour le même client avec les volets intérieurs que je vous ai montré tout au début tout à l'heure. Voilà.
Et là, on voit bien là, les trous qu'on a fait et les corbeaux qu'on appelle les parties métalliques qui sont vissées sur le limon et qu'on a scellées dans le mur, voilà, pour soutenir l'escalier. Voilà un petit peu, c'était un très bel ouvrage aussi. Le client n'en revenait pas parce qu'on n'a pas eu un coup de rabot à donner quand on a posé l'escalier. Et il a été un moment après assis dans son escalier, à regarder son escalier et il n'en revenait pas. Que voilà, c'est rentré tout seul, sans problème. Mais bon, il faut bien prendre toutes les dimensions, les faux aplombs, le creux, le bombé du mur, etc. Tout relever, surtout que le chantier était à 135 km. Donc on n'a pas le droit à l'erreur, jamais. C'est-à-dire, dans toutes les réalisations que je fais, c'est du début jusqu'à la fin. Début, relevé de mesure chez le client, donc il ne faut pas se tromper, bien contrôler et tout. Relever, comme je disais, les aplombs, les faux aplombs, les niveaux, et bombé et creux, enfin suivant l'ouvrage qu'on a réalisé. Et après, c'est durant toute la réalisation, les plans qu'on fait, c'est la précision, les calculs, le début, le traçage après, réalisation machine, etc. Voilà, c'est en permanence, c'est une concentration totale sur l'ouvrage qu'on doit réaliser. Voilà, pour éviter d'avoir... là, je vais vous montrer aussi au niveau des ballons. Là, j'ai fait une petite affiche pour que les gens prêtent un petit peu plus attention, parce que sinon ils voient les ballons, mais ils ne s'imaginent pas que ça pourrait être un cadeau pour offrir, un très beau cadeau pour offrir pour un anniversaire, pour un Noël, pour une fête, pour une réception quelconque de sportifs, de clubs aussi, voilà, pour offrir, qui est autre chose qu'une coupe. Ce sont des pièces uniques, avec des couleurs de bois naturelles, comme je disais tout à l'heure. Et donc voilà, j'ai fait des petites affiches où les gens peuvent voir en passant, voilà, et ça leur donne des idées pour offrir. Ils se regroupent plusieurs, voilà, parce que ça représente à peu près, comme je disais tout à l'heure, j'ai dû me dire 3 jours de travail, fini, vernis et tout. Suivant parce que voilà, par exemple pour les ballons de rugby, il y a plein de couleurs. Par exemple celui-ci qui est très beau aussi. Voilà, il y a plein de couleurs de bois. Voilà, celui-ci il est beau, voilà. Donc par exemple on a du chêne brun, du framiré, de l'œil de vermeil, donc c'est ce que je parlais tout à l'heure au niveau du ballon de foot, l'œil de vermeil, donc il y a un bois précieux que les ébénistes utilisaient, et là j'ai du chêne aussi. Voilà, donc je marie les couleurs, et plus on a de collage de bois, plus bien sûr il y a du travail sur l'ouvrage à réaliser. Donc voilà, ça c'est une chose, et ensuite, pour terminer, voilà. Alors là, je vais me mettre ici, on va se mettre là en face. Et alors, moi j'ai réalisé un livre pour parler de toute ma carrière professionnelle, depuis mon enfance même, mon apprentissage, etc. Et puis la création de mon entreprise en 1996, donc ça fait pas mal d'années. Et j'ai fait ce livre. Alors le titre de livre va paraître un petit peu bizarre parce que bon, compagnon, parce que moi je suis compagnon du devoir. Comme je vous disais au début du reportage, j'ai voyagé pendant cette année. Mais Abattu, voilà, c'est le biographe qui a choisi de mettre ce titre-là en discutant avec d'autres de ses collègues. Et par rapport à une partie du sujet, en deuxième partie du livre, qui correspond bien, et j'ai des clients qui m'ont dit, plusieurs clients qui m'ont dit le titre c'était ce qu'il fallait mettre. Et voilà, il m'est arrivé toute une histoire le 25 mai 2009 que je souhaite à personne. J'ai eu un contrôle de l'inspection du travail, voilà, qui est venu pour me détruire, le mot il n'est pas fort, pour me détruire et me mettre 20 mètres sous terre suite à dépôt de plainte d'un apprenti majeur qui avait 20 ans. Il est arrivé chez moi, il était majeur, il avait 19 ans et demi, il avait un CAP qu'il a passé chez les compagnons. Ce jeune, je suis allé à son adoption 3 ans avant qu'il vienne chez moi à Bourges, où je lui ai souhaité bon Tour de France, et le fait du hasard, 3 ans après, il se trouve à venir chez moi. Alors la raison, c'est qu'il était dans la région de Metz avant de venir chez moi, et il a eu des mauvais comportements là-bas, chez son employeur qui n'est pas un compagnon, et chez les compagnons. Et les compagnons l'ont repris, finalement l'ont invité à rentrer chez lui, à réfléchir pendant 1 an. C'est qu'il est venu à Saint-Priest-Saint-Ménin où habite sa mère, au sud d'Orléans, et il voulait passer son brevet professionnel, quoi. Et il s'est présenté chez moi. Et alors au niveau travail, par rapport à ses 20 ans, voilà, ça pouvait aller, il prenait des initiatives, il avait des idées, mais au niveau esprit, mentalité, avec la complicité de sa mère,
Ils ont tout fait pour me détruire, c'est-à-dire ils ont fait intervenir l'inspection du travail suite à un dépôt de plainte de leur part. Et deux femmes sont venues pour me détruire, elles sont venues tout un après-midi. Moi, petit artisan, m'a fait des accusations scandaleuses que je dénonce dans le livre. Et ça m'a pourri ma vie depuis 2009. Là, on est en 2020, pardon. Voilà, ça fait 11 ans le 25 mai 2009. Le 25 mai 2020, pardon. Ça a fait 11 ans qu'on m'a pourri ma vie, professionnellement, moralement, physiquement, financièrement, familial et tout. Donc c'est scandaleux de voir, moi j'ai essayé de me défendre, j'ai contacté 11 avocats en tout. Moi j'avais droit à l'aide juridictionnelle à 100%. Des avocats m'ont dit qu'ils la prenaient et j'aurais montré le dossier. Alors au départ, j'ai fait un recours qui a été rejeté par le tribunal administratif. Là. Il y avait une 5e avocate qui avait bien travaillé, qui en avait rédigé 5 ou 6 pages, qui avait mis à 3 fois, c'était de la dénonciation calomnieuse de la part du jeune, et que les contrôleurs avaient été manipulés par le jeune. Et elles m'ont fait des remarques comme quoi je méconnaissais mes obligations de maître d'apprentissage, que je ne m'occupais pas de la formation des apprentis, que mes apprentis, je n'apportais pas la formation méthodique et complète. Alors là, je vais vous montrer une pièce de formation que j'ai donnée à faire à un apprenti en première année de CAP, parce que dans toute cette histoire, voilà, dans toute cette histoire, on m'a retiré mes 2 apprentis du jour au lendemain et on m'a obligé à les payer comme s'ils travaillaient dans l'entreprise. Ça représentait 16 000 € de salaire avec des fiches de paye alors qu'ils n'étaient plus chez moi, plus dans l'entreprise. Donc on m'a retiré 2/3 de mon effectif et ça représentait 54% de la masse salariale. Donc c'est scandaleux, quoi. J'ai montré en fin d'après-midi toutes ces pièces de formation, une 15aine que le jeune a fait entièrement à la main. Voilà, c'est ce qui est marqué là, entièrement à la main. Donc des tenons, donc rabotés à la varlope, des tenons, des mortaises, des entaillés bois, des queues d'aronde. Alors la varlope, vous voyez, je vais vous la montrer, elle est ici la varlope. Voilà. Donc c'est un grand rabot à main, voilà, avec un fer, et ici ça coupe. Voilà. Donc on passe les pièces, la varlope sur les pièces de bois pour raboter. Dans le temps, voilà, tous les salariés travaillaient avec ça avant d'avoir les machines. Ici j'ai fait 2 portes que ça pour une cliente, voilà, qui m'a demandé, et j'en ai fait une 3e moi pour garder, pour exposer. Donc, dedans à l'intérieur c'est une porte en chêne, là elle est teintée vernie, et à l'intérieur après j'avais mis des verres biseautés, donc ils sont très bons. Ça fait comme une petite plate-bande en biais, si vous voulez, donc c'est biseauté, donc ça fait un petit décor au niveau de toutes les vitres. Et toutes les vitres sont posées sur part close, avec coupe d'onglet au niveau de toutes les vitres. Voilà. Et tous les assemblages sont chevillés bois. Voilà. Tout est chevillé bois. Voilà. Avec ici, là, on appelle ça une moulure petit cadre, contrairement tout à l'heure, et j'ai expliqué sur le lambris que c'était des moulures grand cadre. Là, c'est une moulure petit cadre, la moulure fait partie du montant. Voilà. C'est pas une moulure qui est rapportée, qui est emboîtée dans les montants et dans les traverses. Voilà. Et là, ici, au niveau du panneau, on appelle ça un panneau plate-bande. Donc après, on a différentes moulures, différents décors, etc. Donc là, par exemple, ici, au niveau du panneau, on voit, il est très joli. Et là, toutes les parties qui sont plus claires, on appelle ça les mailles du bois. Donc ça, c'est un décor. Ici, on appelle ça les flammes du bois. Vous voyez, tout ça, ce sont les flammes du bois qu'on appelle. Donc tout à l'heure, quand je vous ai montré les flammes sur le ballon de foot, les hexagones, par exemple, ici, on a une petite flamme, vous voyez. Donc là, vous voyez, on pourrait découper un petit hexagone pour avoir la flamme. On a un petit peu, mais on n'a pas ça partout dans les pièces de bois. Par exemple, là, au niveau des montants, on n'a pas des flammes. On est en fil droit. Là, suivant où c'est pris dans l'arbre, il y a les planches, et où c'est pris dans l'arbre, et bien le veinage du bois est totalement différent. Alors là, ici, j'ai un petit dépliant, voilà, que le biographe m'a fait, une feuille de presse, voilà, que moi je peux envoyer que j'envoie par aujourd'hui par internet, par les réseaux sociaux, voilà. Et il devrait y avoir une chaîne humaine, je dis bien, j'insiste là-dessus, pour que tout le monde diffuse cette feuille de presse, parce que ce qui m'est arrivé, je vais vous dire que c'est scandaleux. On m'a pris vraiment pour un voyou, un délinquant, un malhonnête, et moi qui avais à cœur de retransmettre mon métier aux jeunes,
quand elle me reproche que je méconnais mes obligations de maître d'apprentissage et que je n'apporte pas la formation méthodique et complète, quand j'ai montré tout à l'heure toutes les pièces de formation, que là c'est une excellente formation, accusée par des gens qui ne connaissent pas la profession. Et dans mon livre j'ai marqué, on devrait pouvoir faire déclencher une commission d'experts dans ces cas-là, dans des cas extrêmes, comme moi j'ai subi, professionnels, patrons et salariés, un peu comme au prud'homme, voilà, qui viennent constater des faits et juger de la réalité des choses, mais ne pas être condamnés par des gens qui ne connaissent pas la profession, qui vont chercher que des articles de loi dans leur bouquin rouge, voilà, et qui la plupart des articles ne les connaissent pas. Voilà. Moi en tout on m'a sorti 22 articles de loi. J'ai essayé de dénoncer depuis 11 ans cette affaire-là, dans tout, un peu partout. J'ai écrit à des politiques, j'ai même écrit au président de la République, au secrétaire d'État à l'emploi, au secrétaire d'État à l'artisanat à l'époque, en 2009, enfin 2009, 2010 et 2011. J'ai écrit, on m'a supprimé l'aide à la formation attribuée à l'entreprise pour les 2 apprentis que j'avais, qui représentaient 6 000 € pour les 2, une fois 6 000 € pour les 2. C'est pas là, comme là, le président Macron donne une prime de 8 000 € pour un apprenti majeur. Mais là, c'était 6 000 € pour les 2 qu'on m'a supprimé alors qu'ils n'avaient jamais manqué les cours. Donc c'est scandaleux. Le président du conseil régional à qui j'ai écrit, M. François Benot, on m'a répondu un mois après, peut-être qu'il n'a jamais vu la lettre, on m'a répondu un mois après, comme quoi il s'en tenait aux décisions de l'inspection du travail. Donc ce qui est scandaleux dans tout ça, dans cette affaire-là, c'est que l'inspection du travail, moi j'ai eu des lettres qui ont été signées par le directeur régional du travail et le directeur départemental du travail et le directeur régional du travail qui m'ont signé des lettres de 6 pages, le directeur régional, sans même m'avoir adressé une seule fois la parole. Des lettres d'accusation, j'aimerais vous dire que c'était le ciel qui me tombait sur la tête. Moi ce que je voudrais c'est que je demande qu'il y ait une réparation, un recours en réparation de toute mon affaire, c'est même pas un recours en révision, voilà, c'est un recours en révision, que ce soit accordé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été prises en compte au niveau de mon affaire et qui détruit les métiers manuels, qui détruit la formation, qui détruit l'apprentissage. Depuis 11 ans, je n'ai plus repris d'apprenti, je n'ai plus repris personne alors que j'en prenais un tous les ans. J'ai eu 6 SAP et 4 brevets professionnels qui ont été passés chez moi, 10 diplômes de passé, 100% de réussite, jamais d'échec, contrairement aux accusations qu'on a pu me faire. Donc c'est scandaleux. Moi je crie haut et fort, partout. Je voudrais que dans les réseaux sociaux, au niveau national, outre-mer, Europe, etc., que tout le monde envoie ça dans les réseaux sociaux pour qu'il y ait dénoncé cet abus de pouvoir dans des cas extrêmes comme ça. Moi qui avais à cœur de retransmettre mon métier, on a tout détruit de ma vie. Voilà. Donc c'est-à-dire depuis 11 ans, mon métier je le garde pour moi, je ne le retransmets plus. Donc, et après on va dire, là on a eu la cathédrale qui a brûlé, on dit ah bah oui mais les métiers manuels, il faudrait peut-être penser à en former. Mais oui, mais il faudrait peut-être pas les détruire. Moi au lieu d'aider les artisans, finalement, au lieu de m'aider à accompagner l'artisan et améliorer toujours depuis des décennies les conditions de travail, non, on m'a détruit, on m'a fait payer 16 000, en tout ça représentait 16 000 € de salaire pour 2 apprentis. Et écoutez bien, celui en BP qui m'a pourri la vie, juin, juillet, août, il a travaillé chez les parents de sa copine comme chauffeur de tracteur gratuitement et moi je lui donnais presque 1 000 € avec une fiche de paye si ce n'est pas des emplois fictifs créés par l'inspection du travail. L'apprenti en CAP, il avait encore fin de première année et toute la deuxième année, je vais lui avoir donné 10 350 € avec des fiches de paye, 10 350 € alors qu'il n'était plus dans l'entreprise. Si ce n'est pas des emplois fictifs créés par l'inspection du travail, je ne comprendrai jamais. Donc c'est scandaleux comment on peut détruire tous les métiers manuels. Tous les ans, moi j'ai plein de jeunes et des parents qui viennent me voir, qui sont désespérés et qui n'arrivent pas à trouver d'entreprise. Encore plus comme moi où j'ai les compétences pour transmettre mon métier aux jeunes. Mais depuis 2003, je fais le salon de l'habitat. Au début, on était environ entre 20 et 25 considérés comme métier d'art. Je crois bien qu'aujourd'hui, je suis plus tout seul, vous voyez, sur le salon de l'habitat. Donc vous voyez un petit peu en l'espace de 2003 à 2020. Donc je crie au secours pour tous ces métiers manuels et je demande qu'on m'accorde une révision totale de cette affaire en recours, voilà, un recours en révision, parce que j'ai 2 pièces maîtresses que l'inspection du travail se sont appuyées sur les poussières de bois qui sont classées cancérigènes. Un premier contrôle qui a été faussé par ce jeune qui m'a pourri la vie.
Et l'inspection du travail, il y a eu un vice de précédure de leur part. Ils se sont empressés de me condamner sans demander à faire un deuxième contrôle pour confirmation. Donc c'est scandaleux. Le deuxième contrôle a été fait par la même personne de la médecine du travail qui est venue faire ce deuxième contrôle à plus d'un an d'intervalle, qui a été fait sur la même machine, une scie à format avec un grand chariot, qui a été fait sur mon salarié. Et alors celui en BP avait 8 mg 5 en résultat et celui mon salarié 0 mg 74. Alors écoutez bien, la norme européenne à ne pas dépasser, c'est 5 mg. La France, elle a divisé la norme européenne par 5, elle l'a ramené à 1 mg officiellement en juillet 2005. Voilà. En Belgique et en Italie, c'est 3 mg. En Allemagne, c'est 5 mg pour les machines anciennes et 2 mg pour les machines récentes. Et Europe, 5 mg, la France, 1 mg. Ça, c'est l'harmonisation de l'Europe, c'est pas mal. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. En 2005, quand la France elle a ramené à 1 mg, il y a eu 65% des entreprises en France de la transformation du bois qui se sont retrouvées à ne plus être aux normes et qui légalement n'auraient pas dû avoir de salariés et d'apprentis qui travaillent sur les machines, qui ne respectent plus les normes au niveau aspiration. Donc c'est scandaleux. C'est des investissements qui sont énormes quand on fabrique, voilà, pour avoir tout le matériel et tout ça. Les normes, elles changent tout le temps. Et finalement, on n'est jamais aux normes. Mais quoi que l'on fasse, même si on améliore, il y aura toujours quelque chose. Donc, au lieu d'accompagner l'artisan, finalement, moi, depuis 11 ans, on m'a obligé à payer 2 apprentis. Finalement, au lieu d'investir dans du matériel pour toujours essayer d'améliorer, voilà, mais à condition qu'on ait un prêt bancaire aussi, parce que ça ne se passe pas tout seul, l'argent ne tombe pas du ciel. Donc tous les métiers manuels, aujourd'hui, on est en train de mourir, on n'arrive plus à vivre de notre métier. Donc c'est scandaleux. Moi, depuis des années, je ne me fais plus de rémunération. Voilà, on a tout détruit de ma vie. Et je le redis encore une dernière fois, je voudrais qu'on m'accorde le tribunal administratif, parce que ce qui est scandaleux, c'est que le tribunal administratif rejette tous les dossiers au maximum. Je l'ai vu et entendu de mes propres oreilles. Voilà, moi j'avais 2 mois pour faire appel de la décision. Et il n'y a aucun avocat qui n'a voulu prendre mon dossier. Pourquoi? Parce que l'avocat, avec l'aide juridictionnelle que j'avais droit, c'était l'État qui la versait à l'avocat et après c'était pour attaquer l'État. Vous voyez un petit peu le système. Donc l'État paye l'avocat pour après être attaqué. Donc voilà pourquoi les avocats n'ont pas voulu prendre mon dossier. Donc j'ai été victime, vice de procédure de l'inspection du travail, victime de ce jeune en BP, victime de la mère du jeune, victime d'avocats qui n'ont pas voulu prendre mon dossier. Donc c'est scandaleux. Et puis j'en oublie parce que je pourrais en discuter pendant 3 heures. C'est prendre le livre. Donc sur internet, on peut me le commander à moi directement. Il y a une adresse mail que j'ai montré tout à l'heure sur la feuille de presse verte. Et derrière, voilà, j'ai un petit texte que moi j'ai fait, enfin qui a été amélioré par le biographe et qui explique, voilà, que tout le monde est concerné par la formation et l'apprentissage à un ou plusieurs moments de sa vie. Quand on est jeune, quand on est parent, quand on est grand-parent, les voisins, les amis, les collègues de travail, tout le monde est concerné par ça, par la formation et l'apprentissage. L'alternance aussi. Et tout est détruit finalement. Si vous regardez dans les villages de moins de 3000 habitants, moi j'ai calculé avec ma mère il y a pas très longtemps, il y a 2 ans ou 3 ans, le village de Cerdon-du-Loiret où il y a 1000 habitants. En l'espace de 30 ans que mes parents étaient là-bas, et ben ça représentait une entreprise par an, tous métiers confondus, agriculteurs, artisans, commerçants, professions libérales, etc. Ça représentait une entreprise par an. Et dans tous ces petits villages, si vous regardez sur 50 ans en arrière, et ben on arrive facilement à trouver une entreprise par an qui a disparu. Voilà. Donc il va falloir faire quelque chose parce que tous les commerciaux qui passent dans mon entreprise l'ont dit à tous les jeunes que j'avais à l'époque, les apprentis et mon salarié qui a passé son CAP, son brevet professionnel chez moi, qui a été 19 ans, ça fait 19 ans qu'il est chez moi. Et ils l'ont entendu plein de fois par les commerciaux. Ils disent, les gars, vous avez la chance de travailler ici chez moi parce qu'ailleurs, ils ne voient plus ça. Ailleurs, c'est place à l'industrialisation qui tue tous les métiers manuels. Voilà. Donc, il faut bien se rendre compte que le métier manuel, il y a beaucoup de travail sur tout ce que je vous ai présenté. Voilà, il y a beaucoup de travail. C'est pas de l'épicerie, c'est de la réalisation, de la transformation de la matière première et qui demande beaucoup de temps. Voilà un petit peu, et j'appelle au secours pour tous ces métiers manuels, voilà. Parce que moi, j'ai plus de 45 ans de métier. Voilà. Merci d'avoir pu me laisser m'exprimer assez longuement, c'est très important. Et donc voilà un petit peu, donc dedans dans le livre, voilà, j'ai des pièces, des ouvrages aussi que j'ai mis à la fin pour vous montrer un petit peu que je ne suis pas l'artisan qui fait que de la pose de menuiserie, je suis l'artisan qui fabrique.
Merci à vous.